good as snow, honeysuckle walls. Bonsoir. Oula, un peu fort. C'est mieux comme ça? Tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous d'être présents. Un grand merci, bien sûr, à Jean-Michel Bellatar, à toute sa formidable équipe qui a organisé ces 2 jours. Un grand merci aux étudiants multimédia et communication qui nous ont amené leur jeunesse et leurs compétences. Un grand merci, bien sûr, à tous les acteurs de cet institut Claude Pompidou. Et puis, à titre personnel, un grand merci à certains d'entre vous, certains et certaines, comme par exemple le docteur Oriane Gros, le docteur Barouk, le docteur Vincenti, qui assistent pour la 2e, 3e, 4e fois à cet exposé et qui apparemment ne sont pas encore totalement blasés. Je voudrais commencer, hors temps de parole, par faire 3 remarques sur le film Flore, que vous avez, je pense, tous vu hier, et qui va être en fait une excellente introduction à la mnémothérapie. Première remarque, ce film était vrai. Rien n'a été inventé, ce n'est pas de l'élucubration, tout est vrai. Toutes les images ont été prises par ce fils aimant auprès de sa mère. Deuxième remarque, quel que soit le stade d'une maladie d'Alzheimer, voire même d'une maladie d'Alzheimer en train de déraper, eh bien, il faut savoir, et c'est ce qu'il nous apprend, que le bonheur est toujours possible, même si, apparemment, eh bien, on baisse les bras. Troisième leçon, me semble-t-il, très importante, qui est la clé, selon moi en tout cas, de ce film. Pourquoi réussit-il? Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le bateau à moteur, ce n'est pas une certaine aisance financière. Bien sûr, elle a été nécessaire, mais ce n'est pas ça. Ce qui me paraît la clé, c'est qu'il ramène sa maman dans le lieu où elle a vécu. Et vous comprenez bien pourquoi je dis ça. On est déjà en pleine mnémothérapie. C'est parce qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'elle ait tous les ensembles de sensorialité, le vent, bien sûr les odeurs, bien sûr les musiques, bien sûr tout ce qu'elle a connu et qu'elle revoit et qui petit à petit va lui permettre de se retrouver. Et c'est ça, on a tout dit, on peut s'arrêter là, la mnémothérapie c'est ça, leur permettre de se retrouver, car je pense qu'il n'y a pas plus grand malheur que de se perdre soi-même. Et puis enfin, dernière clé, tout ceci n'est possible que parce qu'un élément essentiel est présent, aussi bien chez les enfants qui vont alterner que chez les 2 personnes qui s'occupent de cette dame, et je crois qu'on peut appeler cette qualité l'empathie. Rien ne peut se faire, me semble-t-il, sans empathie, et on a eu cette preuve hier. Bien sûr, les enfants, c'était de l'amour, c'était encore plus que de l'empathie, mais ces 2 personnes qui, tous les jours, s'occupent de cette dame, ils s'en occupent avec une grande tendresse. C'était la 2e fois que je voyais ce film. La première fois, M. Lièvre était présent, je lui ai dit ce que j'en pensais, il partage cette opinion, et donc je vous transmets sa vision personnelle de ce film. La mnémothérapie, nous allons en voir les principes, l'évaluation qui a été faite grâce au service de M. Philippe Robert, et puis une illustration par vidéo. Je filme tout ce que je fais depuis 8 ans, donc c'est évidemment quelques courts extraits que je vais vous présenter. Il s'agit d'une approche thérapeutique des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Bien entendu, pas de la maladie elle-même, vous l'avez bien deviné, vous l'avez bien compris, qui consiste à éveiller et faire s'épanouir les reviviscences des mémoires anciennes.
par stimulation musicale indicée, et ceci de façon reproductible. On a tout dit, là aussi on peut s'arrêter et nous allons développer chacun de ces éléments. Elle vise l'amélioration immédiate et durable de l'apathie, de la tristesse, des syndromes dépressifs, de l'anxiété et des troubles du comportement. Elle permet la réactivation des mécanismes intellectuels et émotionnels et donc du goût de vivre. Je crois que ce mot « goût de vivre » est très important. On me reprochait hier ou avant-hier, à notre réunion, de parler du bonheur. C'est vrai que le bonheur, ce n'est pas quantifiable, chacun en a ses définitions, c'est assez juste. Le goût de vivre, par contre, c'est beaucoup plus précis. C'est un goût qui fait que l'on va reprendre le goût de manger, et ça c'est quantifiable, puis que l'on va reprendre du poids, et là aussi c'est quantifiable. Donc plutôt que de parler de bonheur, je crois que c'est bien de prendre ce mot de goût de vivre, qui est quelque chose de très précis, et qui dans notre société scientifique, ou qui se veut telle, eh bien est peut-être plus précis que celui de bonheur. Il faut à partir d'une joie de la reconnaissance, et ça je vous le redirai encore une fois tout à l'heure, tellement ça me paraît important, il faut à partir de cette joie aller plus loin. La joie de la reconnaissance, c'est merveilleux, c'est ce qu'on appelle à juste titre la réminiscence, mais il faut aller, et on peut aller plus loin, il faut cheminer avec le patient vers ce surgissement bouleversant d'une reviviscence que je vais vous montrer. C'est une confiance, justement, là, une empathie, un bonheur partagé qui vont conduire ensemble à une communication et une dignité retrouvée. La reviviscence est un vécu merveilleux, j'espère que vous le verrez pleinement tout à l'heure, qui se construit à deux. Les principes de la mnémothérapie musicale reposent tout simplement et de façon clinique, je ne parlerai que clinique, sur les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Celle-ci se caractérise cliniquement, dès le début et pour longtemps, par la perte de mémoire des faits récents, conscients. C'est très important, je crois, de le préciser, et vous verrez les applications que l'on peut en tirer. Ils ne sont plus encodés et stockés par l'hippocampe, c'est ce que l'on appelle l'amnésie entérograde. Tout se passe comme si le patient ne pouvait plus prendre appui sur ce passé récent qui se dérobe, mais qui lui permettrait de se projeter vers un avenir qui, lui, le motiverait. Si bien que les deux choses sont liées et que, du fait de cette amnésie entérograde, et indépendamment d'une aggravation qui va peut-être arriver, eh bien, il n'y a plus de passé, plus d'avenir, plus de projet, plus de motivation, donc plus d'émotion, ce qui est la définition étymologique du mot apathie. La conscience est présente, bien sûr, mais elle semble vide. L'arrêt de l'encodage-stockage agit comme un arrêt sur image. Le flux spontané et continu de notre pensée que nous connaissons bien semble en panne, et cette petite voix intérieure que nous avons tous s'est tue. Amnésie entérograde, apathie, vacuité de la conscience, vous le comprenez bien, vont se conjuguer pour désespérer l'entourage et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et conduire au renoncement pour les uns et à l'isolement mortifère pour les autres. Et pourtant, un trésor de souvenirs anciens persiste, immuable, inchangé. C'est la mémoire rétrograde, la mémoire des faits anciens. Malheureusement, ces souvenirs anciens sont difficilement accessibles, notamment à un rappel libre et volontaire. Toute remémoration volontaire, à travers un dialogue par exemple, et que l'on appelle rappel direct du passé, va aboutir plus ou moins rapidement, mais souvent très rapidement, à un sentiment d'échec et à sa conscience douloureuse. Nous les mettons en échec. Ce n'est pas, évidemment, le but du jeu. Alors voilà,
C'est donc un mécanisme de rappel involontaire, c'est tout le problème, qu'il faut faire appel pour mobiliser cette mémoire des faits anciens. Comment faire? Eh bien, en faisant intervenir un stimulus, et là, c'est la litanie qui va commencer et qui se poursuivra jusqu'à la fin de la présentation, un stimulus qui doit être connu, imprévu, indicé. Indicé, c'est-à-dire connecté à un réseau mémoriel épisodique dormant, dont il est constitutif. Voilà la mémoire ancienne. Elle est constituée de tous nos sens, bien entendu, ce que l'on a vu, en même temps ce que l'on a entendu. D'ailleurs, ce n'est pas forcément la même chose le même jour. Peu importe. Il y a un réseau qui est là, dont nous ne savons rien. Il est mort pour tout le monde, mais il est là, il ne demande qu'à revivre. Et il suffit qu'un des éléments de ce réseau, une olfaction, bien sûr, la Madeleine de Proust, une audition d'une musique connue, et on va réveiller d'abord cet indice et ensuite la totalité de ce réseau mémoriel dormant. Le choc de l'imprévu est extrêmement important, il est indispensable. Il joue le rôle de déclencheur. Et le stimulus, s'il est connu et connecté, nous sommes bien d'accord, il peut alors activer et réveiller ce réseau mémoriel épisodique dormant auquel il était connecté. C'est ce que l'on appelle, de façon extrêmement simple, le rappel indicé, que les psychologues connaissent mieux que moi. La nature de ce stimulus peut être sémantique, un mot est suffisant pour réveiller plein de choses, ou bien sensoriel, et chacun des 5 sens peut être utilisé comme stimulus déclencheur, à condition, et vous le savez tous maintenant, d'être connu, imprévu, indicé. Nous avons choisi de privilégier le stimulus musical. C'est donc à la mnémothérapie musicale que nous allons avoir à faire, et ceci pour 3 raisons. D'abord parce que j'aime la musique, je ne vous le cache pas, et je suis meilleur en musique qu'en olfaction, et donc il ne fallait pas que je choisisse l'olfaction, mais surtout pour 3 raisons qui nous paraissent importantes. La première, c'est que l'enregistrement que l'on fait écouter est identique à la trace qui est laissée par lui il y a 70 ans. Ça n'est pas un karaoké. C'est très bien le karaoké, hein, j'ai rien contre, mais ce n'est pas ce que je fais. Je passe l'identique. Si c'est Maurice Chevalier, c'est Maurice Chevalier avec l'orchestre de Maurice Chevalier, avec les imperfections de Maurice Chevalier, avec les plaisanteries lourdes de Maurice Chevalier. C'est ça que telle ou telle personne a entendu. Si je passe Caruso, c'est Caruso. C'est pas quelqu'un qui va imiter Caruso, c'est pas Mario Lanza. On est vraiment, on fait écouter ce qui a été écouté. Donc on supprime toute la nécessité de travail et de repérage analogique qui risquerait de ne pas être possible puisque l'analogie est permise par l'hippocampe et que c'est l'hippocampe qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer. Donc, nous sommes à l'identique. Deuxièmement, c'est la facilité d'utilisation. C'est extrêmement facile de cliquer sur un ordinateur et d'avoir toutes les chansons ou musiques que l'on veut, fiable bien entendu et surtout reproductible à volonté. Tout est facile à partir du moment où on a un ordinateur et YouTube. Enfin, la musique, vous le savez bien, n'est pas simplement un plaisir ou un loisir, elle est le langage de l'émotion, ce qui favorise la mobilisation de la mémoire. Et comme c'est ce que l'on cherche, on aurait tort de s'en priver. Mais attention, et je reviens sur le problème, mobiliser la mémoire, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. En tout cas pour faire de la mnémothérapie. La joie de la réminiscence n'est qu'un début qui témoigne que quelque chose de formidable est en train de se passer. Mais ce n'est quand même qu'un début. C'est déjà formidable d'avoir une joie. Une joie, pas un plaisir, pas une satisfaction. Une joie, une vraie, profonde. Mais il faut aller plus loin. Il faut aider le patient à rester sur ce mode involontaire du rêve éveillé, pourrait-on dire en termes courants, c'est-à-dire, diraient les savants d'aujourd'hui, il y en a beaucoup ici, donc je prends le nom, c'est-à-dire dans ce réseau de la conscience que l'on appelle le réseau par défaut, qui est très particulier, qui est justement celui du rêve éveillé.
mais qui est aussi celui de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il faut donc accompagner cette joie par une écoute, une empathie, une présence qui permettent la montée progressive de ce réveil mémoriel vers l'accès à la conscience. Et là, on va savoir pourquoi il y avait une joie et on va avoir cette reviviscence avec sa cascade mémorielle et émotionnelle. Elle est d'abord musicale, et vous verrez, c'est irrésistible. En 8 ans, je n'ai jamais eu à dire à un patient « Allez-y, fredonnez, allez-y, chantez », pas du tout. C'est immédiat, c'est impulsif, c'est irrésistible. Il se met d'abord à fredonner. Et qu'il me soit permis de vous rappeler que ce très beau mot de fredonner vient de l'allemand, Frida, qui veut dire la paix. Et c'est vrai que quand on fredonne, on est déjà en paix. Et puis, il va y avoir l'aspect sémantique. Il rechante les paroles, qu'il avait bien entendu complètement oubliées. Elles étaient mortes et elles revivent. Et ces paroles, il les chante même s'il est aphasique. Vous le savez sûrement déjà, je ne suis pas le premier à l'avoir montré, mais c'est formidable d'avoir quelqu'un devant vous qui est aphasique, qui ne peut pas parler. Vous lui faites écouter une chanson de son enfance et il va chanter les paroles comme s'il n'était pas aphasique. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Ensuite, eh bien, la mémoire épisodique, il va revivre cette page entière de sa vie avec tous les détails et avec l'émotion, émotion intense, donc de se retrouver, de revivre au présent et en acteur un épisode qui était totalement oublié, mais qui est en fait toujours vivant, et de pouvoir enfin le communiquer et faire part de sa joie de vivre. La mnémothérapie, et ça on ne l'a pas vu dans le film Flore, la mnémothérapie profite d'une complémentarité heureuse. La reviviscence, on l'a vu, vous l'avez compris, va créer les conditions de la joie. C'est formidable. Mais cette joie, je peux la faire avec chacun d'entre vous. Vous venez me voir un jour, je connais votre âge, donc le pic de réminiscence de la période qui vous a le plus marqué, entre 10 ans et en gros et 25 ans, je prends les chansons qui ont trait à cette période, et sans vous l'avoir dit à l'avance, je vous les fais écouter. Je vais vous faire pleurer, chacun d'entre vous, ça ne va pas rater. Vous voyez bien que quand les gens vont écouter Johnny Hallyday, s'il chante une nouvelle chanson, bon, très bien, on l'applaudit un peu, mais s'il prend les tubes d'il y a 30 ans, tout le monde délire. C'est ça que nous cherchons. Eh bien, avec chacun d'entre vous, ça va marcher une fois. Mais le lendemain, si je reviens avec mon petit matériel, vous allez me dire « Ah, M. Retard, c'est gentil de venir, vous me faites écouter encore telle chose ?» Et donc, à ce moment-là, c'est foutu, il n'y aura plus d'imprévu, ce sera un souvenir, ce sera un plaisir, mais ce ne sera plus une reviviscence. Mais par contre, chez la personne Alzheimer, elle a une amnésie antérograde majeure. Ce qu'elle a fait le lundi, elle ne s'en souvient pas le mardi. Et donc chez elle, et chez elle seulement, c'est tous les jours que l'on peut recréer cet imprévu et donc donner la possibilité de revivre un moment de reviviscence merveilleux. Voilà cette complémentarité qu'il serait dommage de ne pas utiliser. À chaque séance, c'est donc le même imprévu, la même joie, la même évocation, heureuse, spécifique. En pratique, il faut rechercher les musiques qui déclenchent les reviviscences, parce que bien entendu, on ne sait pas à l'avance quelles sont les chansons ou les airs ou la musique qui va être indicée avec ces souvenirs. On ne peut pas, personne ne le sait au monde, même pas la personne elle-même. Donc il faut le chercher. C'est pas très difficile, mais il faut vraiment le chercher. Retenir à ce moment-là les musiques qui ont déclenché ces moments de reviviscence, constituer progressivement une playlist de ces reviviscences personnalisées, 30 à 40 titres sont suffisants, et pratiquer des séances quotidiennes d'une heure, soi-même ou quelqu'un d'autre, ou la famille, ou des aidants, à partir du moment où on a la playlist, et où on est empathique, tout le monde peut le faire. Et enfin, développer cet apprentissage inconscient que je vous laisse entendre depuis le début, mais qui me paraît extrêmement important. Apprentissage, je dis bien apprentissage, chez quelqu'un qui n'a plus de mémoire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la mémoire consciente qui va marcher, mais la mémoire inconsciente, on va le voir dans un instant. Tout ceci va exclure, non pas au sens méchant du terme, mais va exclure pour la mnémothérapie les ateliers de groupe. Bien entendu, comment voulez-vous faire arriver une reviviscence? Aucun d'entre vous n'a les mêmes souvenirs que son voisin. Donc ces séances ne peuvent être que individuelles. Alors on peut faire des séances de ce qu'on veut et de musique groupée qui pourront peut-être permettre plus facilement de choisir telle ou telle personne dont on sent qu'elle va être particulièrement habile à retrouver des reviviscences. Mais la vraie reviviscence, il faut être deux, point. Les musiques non connues pour les mêmes raisons, Dieu sait que les musiques non connues sont très importantes, que l'intérêt d'une musique n'est pas que de retrouver sa mémoire, il est aussi d'avoir une action directe, et on va vous en parler tout à l'heure, mais dans le cadre d'une mnémothérapie, non, ça ne marche pas, bien entendu, je vous le montrerai bien sûr. Enfin, l'écoute par casque, qui aussi a ses intérêts importants, on entend mieux, mais qui isole, qui empêche l'empathie et donc qui empêche la mnémothérapie. Nous avons 8 ans de recul, plus de 2000 heures de séances filmées, je filme tout, comme je vous le disais au départ, environ 150 à 200 patients aujourd'hui, nous proposons cela à la Fondation Jean-Louis Loisier à Sophia Antipolis, et le droit à l'image est demandé systématiquement, avant toute séance, à la personne elle-même et à sa famille, en expliquant tout et en expliquant surtout le but de ces vidéos, qui est d'analyser, pour moi, de revoir le soir et d'analyser ce qui s'est passé, de partager et d'évaluer. Alors, évaluer, eh bien, c'est un très grand mot. Vous savez que c'est très important aujourd'hui de ne parler que de ce que l'on a évalué. Donc, l'évaluation, une évaluation a été faite de cette méthode. Évaluation quantitative non contextualisée, dont je vais vous donner les principaux caractères. Ce que nous recherchions, c'était d'objectiver le ressenti, joie ou tristesse, d'objectiver la prévalence de cette joie pour des musiques connues, plus que non connues, de confirmer la possibilité d'un apprentissage inconscient, dont je vous parle depuis le début, et enfin de déterminer s'il existe véritablement un lien indubitable entre cette joie et cette reviviscence, comme je vous l'ai évoqué. Le protocole qui a été réalisé par Philippe Robert était extrêmement précis. 5 patients en démence sévère, 64-94 ans, MMS de 6 et 14, 8 séances par individu, bi-hebdomadaire, 10 séances musicales, 5 connues, 5 non connues, présentées de façon randomisée, 20 items par pièce musicale présentée, ce qui au total nous a fait une étude reposant sur 8000 items. L'écoute musicale était de 2 minutes, l'écoute de la narration autobiographique, bien entendu en fonction de chaque cas. Chaque séance dure 30 à 60 minutes et l'évaluation a été réalisée sur les mimiques de mes vidéos par un neuropsychologue indépendant qui n'avait pas participé à la prise en charge des patients de façon à respecter justement cette objectivité. Il s'agissait donc bien d'une évaluation quantitative et non contextualisée. 4 résultats rapidement, mais on pourra en discuter bien sûr très longuement. Tout d'abord, l'apparition de cette joie est d'une plus grande prévalence dans les musiques connues, et ceci de façon significative, puisque nous avons un risque d'erreur. Vous voyez, le P inférieur à 0,05, ça veut dire le risque d'erreur inférieur à 5%. Donc on est dans le domaine significatif. Le surgissement des reviviscences autobiographiques est d'une plus grande prévalence, là aussi, dans les musiques connues. Pour chaque musique connue et indicée, même joie, même reviviscence, aucune lassitude, aucune tristesse. Tout ceci étant très important et méritant évidemment d'être développé. Il existe un effet significatif, pour moi c'était très important de le savoir, de la répétition des séances sur la familiarité. Nous y voici, je vous l'évoque depuis le début, cette mémoire inconsciente. C'est ce qu'on appelle la familiarité, dont le caractère implicite, c'est-à-dire inconscient, est corroboré, certifié, par une amnésie de la source. Autrement dit, ils sont heureux, mais ils ne savent plus pourquoi. Ça va?
Voilà la courbe des musiques non connues et connues avec cette familiarité progressive. Enfin, dernier résultat, pour moi le plus important, c'est cette corrélation positive et significative, risque d'erreur inférieur à 1%, entre l'apparition de la joie et l'existence de reviviscence autobiographique qui démontre, ce n'est pas une preuve, il y a difficilement des preuves en matière humaine, mais ça démontre, en tout cas de façon à peu près certaine, que ces deux phénomènes sont liés et qu'en réalité il s'agit d'un même phénomène qui comporte deux phases. La première phase, c'est la réminiscence, c'est cette phase d'éveil marquée par une joie dont la cause est inconnue. On est conscient d'être heureux, mais on ne sait pas pourquoi. Et la deuxième phase, et c'est celle vers laquelle on va essayer de tendre, va être une phase thérapeutique par le réveil des capacités intellectuelles de la narration et des capacités émotionnelles d'un passé qui revit, c'est la reviviscence. Et il faut appeler ce phénomène reviviscence. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui compte, ce n'est pas la musique. C'est très important la musique et très important de la choisir. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas la musique à laquelle je fais jouer un rôle. Je lui demande de rappeler un souvenir. Donc que ce soit le 5e concerto de Mozart ou que ce soit les petits pois, les petits pois, les petits pois, moi ça m'est égal, du moment que ça ramène une page entière de la vie de mon patient. Donc ce n'est pas la musique qui compte, c'est le fait qu'elle soit indicée. Deuxièmement, ce n'est pas non plus le souvenir. Je dis toujours, et je ne veux pas être trop bavard, j'ai un quart d'heure pour parler, mais je raconte toujours que depuis 8 ans, jamais personne ne m'a raconté le jour de son mariage, ou la naissance de ses enfants, ou son admission au Collège de France. Jamais. Ce ne sont pas les grands moments que l'on imagine en se disant « Ah, il va revivre des grands moments ». Pas du tout. Ce sont des moments de la vie de tous les jours, mais qui ont imprégné notre façon de penser, et c'est eux qui reviennent. Donc, c'est cette évidence d'un passé toujours vivant que l'on revit dans la joie de vivre, on est vraiment dans la vie, et donc c'est bien une reviviscence qu'il faut rechercher.